messieurs, bonsoir et bienvenue au grand débat Éternelle divergence à l'opposition et le thème de celui-ci. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Éric Patrick Mampouya. Il est membre de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fskoumaria. Constant Ibarra Peya, vous êtes politologue. Bonsoir. Bonsoir. Christian Bonga, vous êtes juriste. Bonsoir. Bonsoir. Et madame Gilda Moussara, vous êtes actrice politique de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Après plusieurs tentatives et initiatives non abouties de se mettre ensemble, l'opposition congolaise vient une fois de plus de lancer un projet de concertation. Il s'agit de la rencontre Claudine Munari pour le compte de la Fédération de l'opposition congolaise et Mathias Nzon pour le collectif des partis de l'opposition. Il y a peu, les deux camps de l'opposition n'étaient plus en odeur de sainteté. D'autre part, les opposants n'arrivent pas à accorder leur violon depuis la nomination constitutionnelle de Pascal Tsatsi Mabiala comme chef de l'opposition congolaise. Le rassemblement est une denrée rare au sein de cette plateforme, ce qui justifie en partie des résultats très décevants pendant les consultations électorales. Mesdames et messieurs, avant que nous partions du côté de la régie, j'ai une question à vous poser, une toute première question. Y a-t-il encore des leaders politiques crédibles à l'opposition? Gilda Moussara. Bien entendu. Qui par exemple? Tous, on n'est pas là pour attribuer une cape de crédibilité à qui que ce soit. Chacun défend son opinion, chacun a sa vision et une lecture de l'actualité politique. Donc, quand on a l'opposition, le seul critère qui nous réunit, c'est que nous ne soutenons pas l'action du gouvernement. C'est tout. C'est le seul critère. Monsieur Constant? Difficile d'attribuer le statut de crédibilité aux opposants, aux uns aux autres. Mais je pense que l'approche des opposants est inhérente à la classe politique congolaise, et puis à la structuration, et puis au contenu que les gens donnent de la politique dans notre pays. Si bien que si on peut jeter un regard sur l'opposition pour dire s'il y a des opposants crédibles, on pourrait aussi poser la même question du côté de ceux qui sont au pouvoir, du point de vue des produits qu'ils mettent sur le marché politico-électoral. Ils ont la présomption. Moi, je pense que ce sont des personnalités plus ou moins crédibles. Donc, c'est à chacun de convaincre les Congolais, puisqu'ils ont des gens qui croient en eux. Ça veut dire qu'il y a des résidus de crédibilité, même si les ont perdu quelquefois sur le plan de la pratique politicienne. Ok, donc pour vous, c'est mi-figue, mi-raisin. Monsieur Éric Patrick Mampouya, membre de l'opposition. Je n'aime pas ce que vous dites. Il y a la population qui nous regarde. La population au Congo, et même à l'international, c'est qui est qui. Vers qui il doit s'approcher, quel langage il écoute. Donc, il y a des personnes qui sont encore crédibles dans ce pays. Aux dernières élections, on l'a vu. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a eu une consultation populaire et on a eu 2 candidats de l'opposition arrivés en tête des élections. Malheureusement, on ne le répétera jamais assez. Il y a des candidats qui sont emprisonnés et les candidats qui étaient en tête lors des derniers scrutins, c'est qu'ils avaient une certaine crédibilité vis-à-vis de l'opposition. Bon, maintenant ils sont en prison, ils sont cadenassés, on les a mis, je veux dire, dans des conditions où ils ne peuvent plus parler. Pourquoi? Effectivement, il y a des gens qui sont encore crédibles et le pouvoir actuel a peur de ces gens-là. Et d'où aussi le thème de votre débat, la suppression des partis politiques. On supprime ceux qui restent, qui sont un petit peu crédibles, et voilà, on met tout le monde à la bouillabaisse pour qu'il n'y ait personne. Voilà. C'est ça la vérité, mais il y a des gens qui sont encore crédibles dans ce pays. Monsieur Christian Rudy Bouanga, vous êtes juriste. Quelle est l'aune de la crédibilité d'un opposant ou de l'opposition? Je me pose la question. Ce qui me surprend toujours, c'est cette caporalisation du peuple par l'opposition. Je ne sais pas ce que l'opposition entend par peuple, n'est-ce pas? Je ne sais pas si l'opposition considère que ceux qui votent pour la majorité présidentielle, prenons cet exemple-là, ne font pas partie du peuple. Voilà une question. Pour revenir et répondre directement à la question que vous avez posée, si je me refuse à dire qu'il y a des opposants qui ne sont pas crédibles parce que je n'entends pas faire des attaques individuelles personnelles, je serais tout de même libre de dire que l'opposition se décrédibilise à travers ces querelles intestines inutiles, n'est-ce pas? Je pense que cette opposition a réussi à obtenir le statut de l'opposition qui est devant moi. Ce statut il est assez explicite dans le nombre de ses dispositions et sur le rôle de chacun des uns et des autres.
lorsque l'on constate qu'indépendamment de l'existence de ces dispositions légales, n'est-ce pas, qui consacrent des prérogatives, qui consacrent des droits, qui consacrent également des devoirs, l'on trouve le moyen, n'est-ce pas, de pratiquer la politique de l'autruche, de refuser de lire ce qui est écrit ou de l'interpréter comme cela se doit. À ce niveau d'approche, je pense qu'effectivement, il y a une certaine opposition qui est encline à se décrédibiliser. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Nous allons repartir du côté de la régie pour suivre cet élément et nous allons revenir à tout à l'heure. Face à quelques leaders de partis politiques, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Zéphirin Boulou, annonce que 49 formations politiques sont en conformité à la loi de février 2017. Loi qui contraint les partis d'avoir des sièges dans tous les départements et 7 membres du bureau issus des départements différents. À la date d'aujourd'hui, nous en reconnaissons 49. Le processus ne s'arrête pas tant que les gens veulent créer leur parti, mais il faut se conformer à la loi de 2017. Les autres partis non reconnus par le service de l'administration du territoire ont jusqu'avant 2019 pour se mettre en règle, sinon leurs activités seront strictement interdites. Malgré que le nombre des partis de l'opposition soit réduit, les acteurs politiques ne s'accordent toujours pas sur le statut du chef de file de l'opposition. L'opposition congolaise est plurielle, elle est composée de plusieurs tendances. Vous ne pouvez pas dire que celui qui a été désigné aujourd'hui sur le plan politique est le porte-parole des positions du collectif des partis de l'opposition. Cette question fait trop de bruit dans le pays. La Grande-Bretagne est un chef de file de l'opposition. Parce qu'ils sont dans un système de bipolarisation politique, mais en réalité, il y a d'autres partis politiques. Au Mali, M. Soumaïla Cissé est chef de file de l'opposition, désigné selon le même mode que nous ici au Congo. Pour les formations politiques de la majorité présidentielle, il est temps que cette loi sur les partis politiques s'applique. À partir de cette annonce, ces partis doivent travailler pour se conformer à la nouvelle loi. Ce sont des principes de généralité, à mon sens, qui devaient s'appliquer à tous, y compris à moi aussi, Pulpe. Dans la même communication du ministre Mboulou, 9 associations et 2 fondations seulement ont été aussi déclarées conformes. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'ai devant moi la loi 28-2017 du 7 juillet 2017 déterminant le statut de l'opposition politique. Et en son article 11, il est dit ceci, le chef de l'opposition politique est le premier responsable des partis politiques de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale après le parti ou le groupement politique majoritaire. La nomination de Tchatsi Mabiala, donc, en tant que chef de l'opposition, fait-on jaser? Peut-on savoir pourquoi? Monsieur Eric. Nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, chef de file de l'opposition ou chef de quoi que ce soit, parce que nous contestons déjà le gouvernement. C'est un gouvernement illégal, illégitime, qui n'a pas le droit d'être là et qui se maintient là par la force et par la coercition. Donc tous les actes que prend ce gouvernement, les lois, les décrets et tout, ne nous concernent pas du tout. D'ailleurs, nous, à l'opposition, nous n'avons même pas écrit pour demander pourquoi les partis de l'opposition étaient suspendus. On ne reconnaît pas ni l'individu, ni la personne qui nous gouverne, M. Sassou Nguesso, ni son ministre, ni rien. Ces lois-là ne nous concernent pas. Vous vous opposez à qui? Nous nous opposons, et c'est ça l'opposition, c'est contester le pouvoir qui est en place. On s'oppose au pouvoir qui est en place, les lois qu'il prend, les actes qu'il prend, comment il dirige le pays. On ne reconnaît pas. Et effectivement, on veut libérer notre pays, effectivement. Non, soyons clairs. Oui. Vous vous opposez à quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Vous vous opposez à l'inexistant, en fait. Non. Monsieur Foucault, cette émission du Journal 1 heure, c'est la remarque que j'ai répétée. Nous sommes 4, n'est-ce pas? Au-delà de la caporalisation du temps, il y a également le fait que l'on devrait s'efforcer, je prends ce temps sur mon temps de parole, on devrait s'efforcer de demeurer dans le thème. Et donc, ce que je viens d'entendre est la preuve qu'il existe des personnes dans ce pays, un groupement de personnes, et avec celui-là, des sympathisants, qui contestent tout ordre, et qui entendent construire sur du chaos. Voilà le commentaire que je ferai. Monsieur Constant Payet-Barra, vous êtes politologue. Pourquoi la nomination de Tchatsi Mabiala, qui est pourtant constitutionnelle, fait-on jaser? Bon, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a dans cette politosphère politique congolaise des
personnalité qui ne se pose pas sur les fondements, en réalité sur quelque chose de précis. Parce que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est vrai que moi, personnellement, je m'étais opposé à ce qu'il y ait une loi contre l'opposition. Moi, je ne suis pas un membre de l'opposition comme un homme politique, en tant que citoyen. Mais le fait que la loi est déjà là, nous sommes des républicains, la loi est déjà là, on s'inscrit dans un schéma où on fait de la politique, la loi étant prise, normalement on devait se conformer à la loi. Maintenant, ce qui pose problème, c'est qu'en réalité, ce sont les égos des leaders politiques dans ce pays. Ce sont ces égos qui font en sorte qu'on ne reconnaisse pas. En fait, chacun s'octroie une certaine légitimité, une certaine popularité et un certain nombre de ressources qui pensent qu'au lieu de tel, ça devait être tel. Et derrière cela, il y a ce que j'appelle moi le leadership transactionnel qui fait en sorte que la politique a été réduite dans notre pays à un chantage où donc les citoyens font en sorte que, bien les hommes politiques font en sorte que se mettre du côté de l'opposition pour s'opposer au pouvoir devient en réalité un fonds de commerce où on occupe les positions de rente et de domination du côté oppositionnel pour influencer ou engranger d'autres des capitaux venant du pouvoir. Parce qu'en réalité, ce qui se pose là, c'est quoi? Lorsque vous avez suivi M. Kinyomi Kiambongo, vous avez suivi ceux de la COPA, après que ces deux groupements politiques ont appartenu au débat de Djata pour fixer sur le mémorandum, mais vous allez voir que le jour où certains n'étaient plus là, et qu'on se met à prendre les déclarations sur les médias. C'est pour dire qu'en réalité, nous contestons dans ce pays, les acteurs politiques contestent le positionnement des uns et des autres. Il n'y a rien d'idéologique dans ce qui se passe, il n'y a rien de ceci, c'est parce qu'on pense que Tati Mabiala ne doit pas être là, ça doit plutôt être tel, ça doit peut-être être moi, ça doit peut-être... Justement, puisque vous le dites, Madame Gilda Moutsara, on a comme l'impression que la nomination de Tati Mabiala, en fait, c'est pas la vraie raison, que la dislocation, la guerre interne au sein de l'opposition est partie d'ailleurs. Bien entendu, ce qui est triste, c'est qu'on constate tout simplement qu'il s'agit d'une guerre d'ego. Parce qu'il faut être responsable lorsqu'on fait la politique et surtout lorsqu'on est à l'opposition. On a le devoir de faire de la pédagogie. Parce que la démocratie s'appuie sur l'existence d'une opposition. Donc c'est l'opposition qui fait vivre la démocratie dans un pays. Et il y a des piliers, la transparence, parmi lesquels il y a la transparence, la souveraineté du peuple, il y a l'égalité, il y a la tolérance. Mais la question sur Tati Mabiala ne devrait pas faire débat, puisqu'il faut simplement faire la lecture des textes. Moi, en m'engageant en politique, je me suis fait la promesse de me conformer qu'à la loi, qu'au texte. Et dans un pays, lorsqu'on s'engage en politique, on doit savoir qu'il y a une loi suprême qui est la Constitution. Et que dit la Constitution? Dans cette Constitution, il y a une disposition qui prévoit en fait le statut du chef de file de l'opposition. Alors, on a fait la lecture de cette disposition et il en ressort que le parti qui a le plus grand nombre de sièges au Parlement, c'est bien l'UPADES. Et le chef de l'UPADES, aujourd'hui, c'est Pascal Tati Mabiala. Il n'est pas question de se focaliser sur la personne. Il faut simplement voir la fonction que Tati Mabiala occupe dans son parti et qui fait de lui, de ce fait, le chef de file de l'opposition. C'est irresponsable aujourd'hui de tourner en fait le peuple en bourrique parce qu'à un moment donné, il se perd, il ne comprend plus rien. Au niveau de l'opposition, nous avons pris des décisions. Nous avons pris des décisions qui nous ont engagés, en fait, qui nous ont menés jusque-là. Lorsque nous avons commencé le débat sur le changement de constitution, nous nous sommes opposés en fait au changement de constitution. Nous avions dit qu'on ne devait pas changer la constitution du 20 janvier 2002 parce que c'était anticonstitutionnel. Mais il se trouve qu'à un moment donné, nous avons décidé, à l'issue de la convention, de la première convention de l'opposition, de participer à l'élection présidentielle qui a été convoquée par la nouvelle constitution. De ce fait, nous avons pris acte du fait qu'il y a eu bien un référendum que nous avons jugé à l'époque anticonstitutionnel,
Et ensuite, nous avons reconnu qu'il y a eu changement de constitution. Et tous les leaders de l'opposition aujourd'hui qui contestent cette disposition ont participé, ont été candidats à cette élection présidentielle, convoqués par cette constitution. Aucun candidat ne s'est autoproclamé candidat. Chacun a déposé son dossier auprès de la Cour constitutionnelle qui tire sa légitimité de cette constitution. Et lorsqu'il y a eu les résultats, on a publié les résultats, eh bien la constitution est claire. Elle dit qu'on a le droit de contester les résultats des élections, mais la constitution nous donne en fait l'orientation. Il faut faire recours à la Cour constitutionnelle, ce que certains leaders de l'opposition ont fait en toute responsabilité. Et d'autres ont refusé de le faire. Ils sont sortis du cadre constitutionnel. Mais ceux qui ont décidé de donner la priorité, en fait, au respect de la loi, eh bien, ont poursuivi en fait la logique, on fait simplement une lecture juridique, constitutionnelle de la situation. Donc aujourd'hui, si la tête de... Je ne suis pas là pour défendre M. Pascal Tati Mabiala, mais simplement, je veux simplement dire que certains pensent qu'il n'est pas en fait digne de représenter, être chef de file de l'opposition, eh bien, il leur suffit tout simplement de participer aux élections et d'obtenir le maximum de sièges au Parlement pour pouvoir donner à ce peuple un chef de file d'opposition qui jugerait entre guillemets digne. Mais cette opposition ne veut pas travailler, ne veut pas participer. Alors à ce moment-là, ça devient contradictoire. Merci Madame Ziga. Monsieur une réaction s'il vous plaît. Pour ma part, le problème n'est pas que M. Tati Mabiala soit chef de file de l'opposition, puisque les critères, n'est-ce pas, d'identification et de désignation de celui-ci sont prédéfinis par la loi. Il n'y a aucun problème, il les a remplis. Ce qui pose problème par contre, n'est-ce pas, à ce que je constate, c'est le rôle qu'il veut se donner. Parce qu'il semble qu'il y a une espèce de glissement sémantique que nous avons pu observer, par exemple, dans le monde du travail. À une certaine époque, celui qui était en charge de l'administration des ressources humaines se faisait appeler chef du personnel. Cette nomenclature est encore valable dans certaines institutions. Et ceux-là qui occupaient ces fonctions pensaient que la nomenclature chef du personnel fait d'eux le premier des agents. Voilà. Chef de file de l'opposition, c'est la nomenclature qui a été retenue, n'est-ce pas, pour désigner celui qui est l'interface officielle entre l'opposition et le pouvoir, ne signifie pas qu'il en devient le patron. D'ailleurs, l'article 11 de cette loi, n'est-ce pas, 28-2007 du 7 juillet 2018, si je ne m'abuse, dit bien que le rôle qui revient au chef de file de l'opposition est uniquement, et je n'ai pas vu autre chose, celui de porte-parole. Qui dit porte-parole, n'est-ce pas, dit quelqu'un qui se prononce d'ordre et pour le compte d'eux. Vous avez sorti un mot intéressant. Patron. Est-ce qu'à l'opposition on peut parler de patron? Il ne peut pas y avoir de patron. Il ne peut pas y avoir de patron. Je corrige, n'est-ce pas, la nomenclature proposée par ce texte. Le chef de file de l'opposition n'est en réalité que l'interface entre le pouvoir et l'opposition. Il n'est pas... Permettez, je voulais aller au bout de ma logique. Et justement, ce qui dérange, je disais que j'ai l'impression que le patron de l'UPADS s'arroge une veste, n'est-ce pas, qui lui donne le droit, entre autres, de décider que telle personne qui ne serait pas en odeur de sainteté avec lui, tel groupement de partis politiques qui ne recueillerait pas son assentiment, ne devrait pas faire partie de l'opposition ou devrait s'exclure de l'opposition au motif, entre autres, et c'est le cas qui a été cité, que ces personnes sont membres du gouvernement. Pourtant, la loi sur les statuts de l'opposition dit en son article 5 qu'un membre, n'est-ce pas, de l'opposition peut très bien faire partie du gouvernement et que dans ces conditions, puisqu'il s'agit du seul apparemment qui est dans cette situation, citons le nommément, je cite le ministre Fila, et bien voilà, il est dit en cet article 5 de la loi portant statut de l'opposition qu'un membre de l'opposition peut faire partie du gouvernement et qu'il est dans ces conditions astreint à la solidarité gouvernementale. Mais la question est celle-ci, j'ai l'impression que l'UPADS joue à l'oiseau de Minerve, qui vient toujours post-festum. J'ai entendu les explications de madame tout à l'heure. Nous n'avons pas été pour le changement de la Constitution, mais lorsque nous sommes retrouvés devant le fait du référendum, nous étions obligés de la reconnaître. Identique, n'est-ce pas, pour le fameux débat de Sibiti, des suites duquel nous avons entre autres la Constitution, mais également ce statut. Parce que l'opposition, permettez, l'opposition représentée à l'époque à Sibiti a bataillé pour ceci.
n'est-ce pas? Le PADS et son patron actuel, il était absent, mais aujourd'hui, ça ne les dérange, mais alors aucunement de se prévaloir des dispositions mal interprétées, n'est-ce pas, de ce texte pour occuper des positions de patron de position qui n'est en réalité pas cela. Ne monopolisez pas la parole, vous en êtes plein tout à l'heure. Monsieur Patrick, répondez juste, réagissez juste ça. Je viens de le faire. Je veux dire, il y a des contre-vérités qui se disent et des mensonges qui se disent ici et là, et sur lesquels les gens bâtissent des stratégies. Il ne faut pas dire et penser ou croire que le fait d'aller à l'élection était une reconnaissance de fait du changement de la Constitution. Non. Donc nous sommes allés à la présidentielle, ça ne veut pas dire que d'être allé à la présidentielle, interrogez-nous pourquoi nous sommes allés à la présidentielle. Pourquoi nous sommes allés à la présidentielle parce que nous étions convaincus. Il y avait deux tendances. La tendance de Mathias Souzon, citons les noms, on dit nous ne participons pas à cette mascarade. La tendance de la fédération de l'opposition menée par Mme Mounari dit nous allons quand même y aller, malgré que c'est biseauté, malgré que c'est truqué, nous les battons. Voilà. Donc, le fait d'y être allé à l'élection présidentielle ne voulait pas dire reconnaissance de fait de cette constitution qu'on a combattue. Nous ne reconnaissons pas la constitution actuelle. Si vous reconnaissez la constitution actuelle, c'est votre problème. Ne me dites pas que parce que l'opposition qu'on nomme radicale, ou l'opposition menée par Mme Mounari, ou celle menée par Mathias Souzon, a participé à l'élection, et donc, cette constitution-là, il y a eu mort d'homme. Madame Moutsara, nous avons été dans la rue, vous et moi, pour combattre le changement de la Constitution. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à soutenir cette Constitution. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut un peu de cohérence dans la vie, il faut un peu d'honnêteté intellectuelle, parce que combattre quelque chose aujourd'hui et le défendre demain, ça, c'est pas de la politique. Ça s'appelle de la voiture. C'est la politique du vent. C'est du positionnement. Voilà. Donc, on peut pas dire aux gens, que voilà. Est-ce que je peux la poser cette question? Vous l'aviez dit déjà. J'aimerais le marteler ici. Le fait d'être allé à l'élection présidentielle ne voulait pas dire qu'on reconnaissait la Constitution. Nous nous sommes battus contre cette Constitution qu'on nous a imposée. Le jour si même vous aviez gagné la présidentielle, par exemple, nous avons gagné sur la base de quelle constitution? Arrêtez si de dire si. Nous avons gagné la présidentielle. Nous avons eu deux candidats de présidentielle. Vous voulez que je ne le dise pas. Quel résultat vous parlez? Vous êtes très bien. Les autres ont la parole. Allez au bout de votre parole. De votre logique. De quelle élection vous parlez? De quel résultat vous parlez? C'est moi qui pose des questions. Madame Moutsara, vous avez la parole. Oui, je constate avec beaucoup de tristesse beaucoup de contradictions dans ce que je viens d'entendre. Parce qu'on dit, elle a la parole, on dit qu'on a participé à l'élection présidentielle sans reconnaître la Constitution. Alors, j'aimerais savoir dans quel cadre constitutionnel, quel est le cadre constitutionnel qui vous a permis de participer à cette élection présidentielle. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous dites que vous avez gagné, en fait, que nous avons gagné cette élection présidentielle. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à réclamer cette victoire. Mais dire en même temps qu'on ne reconnaît pas la Constitution, c'est remettre en cause cette victoire. Parce que si aujourd'hui, supposons qu'on ait validé notre recours en validant justement la victoire du candidat que l'on défend, ou bien que vous défendez, à ce moment-là, ce serait dans quel ordre constitutionnel? Avec quelle constitution? Je ne sais pas de quel recours vous parlez. Mais non, justement. Je ne sais pas de quel recours vous parlez. Nous avons déposé des recours. J'explique tout simplement. J'explique simplement. Oui, mais ne dites pas de cette vérité. Est-ce que nous avons déposé des recours? Monsieur Eric, je vous simplement dire que les Congolais qui nous suivent ont besoin d'être éclairés sur cette question. Parce que la position que vous prenez, elle est contradictoire. Parce que vous dites que, en fait, on a un candidat qui a gagné les élections. D'accord? Que vous continuez à... non, vous êtes nostalgique. Je n'ai pas dit ça. Vous continuez à réclamer cette victoire. Mais non, on voit... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a deux candidats de l'opposition qui devraient aller au deuxième tour. Oui. OK? Je n'ai pas dit qu'il y a un candidat de l'opposition qui a gagné. Il y a deux candidats de l'opposition qui devraient aller au deuxième tour. Vrai ou faux? Oui. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, c'est moi qui le dis. Mais parce que moi, je ne suis pas nostalgique. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas nostalgique. Ne soyez pas nostalgique. Il faut tenir compte de la réalité. L'histoire est biaisée. Comme toujours dans ce pays. L'histoire est biseautée, l'histoire est torturée.
se lever et arrêter. Est-ce qu'on peut si vous n'êtes pas en mesure, s'il vous plaît, ayant la prise de débat, nous avons 1 heure pour 4 intervenants. Souhaitons que chacun puisse faire passer son message. Voilà. Et juste après, M. Mwanga, M. Constant, ce qui m'a conduit sur ce plateau, c'est mon commentaire, n'est-ce pas, quant à cette espèce de désordre que l'on constate aujourd'hui au sein de l'opposition. Et en patriote tel que je me définis, j'entends apporter ma petite lumière. Voilà. Je constate une chose, c'est que souvent, et presque toujours maintenant, le pouvoir est déclaré légitime, les gens sont sortis dans la rue pour telle cause, parce qu'il y aurait ce postulat inscrit dans l'esprit des Congolais que ceux qui sont là sont des usurpateurs, etc. Et à cause de cela, le pays ne veut plus en paix, depuis un moment. Si on n'est pas en affrontement ouvert, n'est-ce pas, nous sommes en guerre larvée. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'actuel pouvoir a tenu compte justement de ces contradictions. Je pense que l'actuel pouvoir a tenu compte du fait qu'il y avait une certaine cassure au niveau du peuple, n'est-ce pas, et des organisations politiques qui existent, et qu'il fallait proposer cette constitution qui s'ouvrait aux autres. Vous gardez la parole, nous prenons une pause et on revient sur vous. Je vous en prie. À tout à l'heure.